Ceci est le début d'une série à long terme qui aura pour objectif de couvrir tous les différents éléments navals de la campagne de Guadalcanal en séquence. Commençons par un peu de contexte sur les raisons du lancement de cette campagne. Suite à l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais ont lancé une offensive fulgurante leur permettant de capturer de nombreux objectifs et de progresser considérablement ailleurs. Les Philippines, les Indes orientales néerlandaises, la forteresse de l'Est à Singapour et d'autres sont rapidement tombés sous le drapeau du Japon. Bien que les efforts japonais pour étendre ce contrôle aient été contrecarrés par les batailles de la mer de Corail et de Midway, des cibles importantes comme l'Inde et l'Australie étaient toujours vulnérables et les Japonais cherchaient à consolider leur emprise militaire dans un certain nombre de régions. Ces efforts comprenaient l'établissement de bases à l'extrémité la plus éloignée, par rapport au Japon, des îles Salomon. Avec la portée considérable dont disposaient les avions d'attaque japonais, cela menaçait l'Australie et les lignes d'approvisionnement entre celle-ci et les États-Unis, ainsi que les routes de récupération potentielles pour les navires alliés qui pourraient être endommagés dans le théâtre du Pacifique Sud. Elle pourrait également fournir un soutien aérien basé au sol pour les opérations des porte-avions japonais dans la région, ce qui rendrait une répétition d'une bataille comme celle de la mer de Corail beaucoup plus risquée pour la marine américaine. En même temps, cette zone était l'une des conquêtes japonaises les plus éloignées des îles principales, tout en étant, relativement parlant, un peu plus proche des territoires alliés restants. Ainsi, c'était un excellent choix comme lieu pour riposter offensivement de manière significative contre les Japonais pour la première fois, plutôt que de simplement bloquer leurs assauts en cours. Ainsi, en août 1942, une grande force opérationnelle alliée a lancé une contre-invasion des îles de Guadalcanal, Tulagi et de la Floride, au nom déroutant. La plupart de ces forces de débarquement étaient des Marines américains et une grande partie de l'élément naval était fournie par la marine américaine, mais certaines des autres forces alliées restantes dans le théâtre ont également été engagées. Cela déclencherait environ une demi-année de combats intenses sur terre, en mer et dans les airs, qui s'avérerait à bien des égards le creuset dans lequel la marine américaine se refondrait, passant d'une marine qui avait subi un coup massif dès le départ et qui se débattait essentiellement pour tenter de contrer une série apparemment incessante et interminable d'assauts ennemis à une force de vétérans aguerris qui conclurait la campagne avec une expérience opérationnelle bien plus grande et qui lancerait par la suite une série d'actions offensives dévastatrices qui sont les aspects les plus couramment évoqués de la campagne du Pacifique en dehors de quelque chose comme Midway. Pour la marine japonaise, paradoxalement, cela validerait bon nombre de leurs stratégies et doctrines d'avant-guerre, du moins dans des engagements uniques, tout en voyant ces mêmes stratégies et doctrines progressivement contrées puis surmontées avec un effet dévastateur sur le nombre de coques japonaises. La marine américaine souffrait encore de problèmes significatifs en ce qui concerne l'approvisionnement en carburant de ses navires en mer, et donc malgré la disponibilité d'un certain nombre de cuirassés, le seul navire de ce type présent était le United States Ship North Carolina. Les autres navires de combat de la flotte incluaient les porte-avions United States Ship Saratoga, récemment réparé après avoir été touché par un sous-marin japonais, United States Ship Enterprise, qui venait de réapprovisionner ses groupes aériens après Midway, et United States Ship Wasp, opérant dans l'Atlantique, dont le design plus vulnérable n'était pas idéal pour les opérations de première ligne. Cependant, il était plus rapide et quelque peu mieux équipé que le United States Ship Ranger, et donc avec la perte de Lexington et Yorktown, elle avait été transférée pour compenser les nombres. L'autre porte-avions opérationnel de la marine américaine à ce moment-là, Hornet, subissait des réparations mineures, en plus de l'installation de nouveaux systèmes tels que des canons anti-aériens améliorés et un radar, et n'était donc pas disponible. En l'absence de cuirassés en général, le soutien par le feu et la protection rapprochée pour l'assaut serait assuré par un groupe de croiseurs, de destroyers et de dragueurs de mines sous le commandement du contre-amiral Victor Crutchley de la Royal Navy, la force elle-même étant principalement composée de navires de la marine américaine en nombre, bien que 2 croiseurs lourds australiens, l'Australie et Canberra, et un croiseur léger, le Hobart, étaient également inclus, ce qui représentait un engagement majeur de la flotte par la Royal Australian Navy.
Les débarquements ont bien commencé, aidés en grande partie par un élément de surprise significatif. Juste à l'autre bout des îles Salomon se trouvait la base japonaise relativement importante de Rabaul, d'où des avions ont été dûment envoyés en réponse. Ces contre-attaques ont entraîné des pertes et des dommages des deux côtés, mais n'ont pas réussi à empêcher les débarquements de se poursuivre. C'est alors que l'amiral Fletcher a décidé de retirer ses porte-avions, prétextant un ravitaillement. Cette approche a été critiquée par certains, mais il y avait plusieurs raisons valables de la choisir. Comme mentionné précédemment, la situation du carburant de la marine américaine, surtout pour les pétroliers rapides de la flotte, était loin d'être optimale. Malgré le carburant dans ses soutes, Fletcher ne voulait surtout pas le réduire et ensuite, avec des soutes presque vides, affronter une attaque de la marine japonaise. De plus, ces porte-avions ont été abattus par près de 2 douzaines de chasseurs, les rendant inutilisables ou détruits. Cela a retiré près de 25% de sa force de chasseurs de l'équation, ce qui laisserait ses navires vulnérables à d'autres frappes aériennes depuis la terre ou à une éventuelle contre-attaque de porte-avions japonais. Midway a montré des deux côtés le rôle vital des chasseurs, non seulement pour escorter les frappes, mais aussi de manière critique pour défendre les porte-avions lorsqu'ils sont attaqués, même s'il s'agissait seulement de briser les attaques plutôt que d'abattre les avions entrants. Et bien qu'il ait eu le même nombre de coques que la marine américaine avait à Midway, il savait que Saratoga n'était pas aussi doué pour esquiver les attaques entrantes que les autres porte-avions en raison de ses origines de croiseur de bataille, comme l'avait prouvé son navire jumeau Lexington à Coral Sea, et Wasp serait extrêmement vulnérable à presque n'importe quel coup. Contrairement à Yorktown à Coral Sea, WASP s'enflammerait probablement à la première signe de dommages de combat majeurs. Il fallait aussi prendre en compte que si la marine impériale japonaise rassemblait tous ses porte-avions pour une contre-attaque, du moins sur le papier, ils avaient beaucoup plus de ressources à leur disposition. Même avec les pertes à Midway, les grands et puissants Shokaku et Zuikaku étaient toujours opérationnels, ainsi que les plus petits Rujo et Zuiho, ainsi qu'un certain nombre de porte-avions nouvellement convertis, certains de taille assez substantielle, dont le statut opérationnel exact et l'emplacement étaient quelque peu incertains. Cependant, avec les porte-avions partis, le contre-amiral Turner, responsable des forces de débarquement et de leurs escortes, dont la force de protection de Crutchley, a choisi de décharger un maximum de matériel des navires restants avant de se retirer également. Cela a été compliqué par un certain nombre de facteurs, dont le moindre n'était pas que les installations portuaires disponibles se résumaient à précisément rien et tout devait être déchargé manuellement des transports dans de petits bateaux qui étaient ensuite lancés, se dirigeant vers la plage, devaient être déchargés à la main, les bateaux devant ensuite être renvoyés, remontés et le processus recommencé depuis le début. La quantité énorme de fournitures, combinée à une mauvaise communication interservices, n'a pas vraiment aidé la situation. La force de soutien et de filtrage de Crutchley devrait donc sécuriser la zone contre toute intrusion ennemie jusqu'à ce que les transports puissent se retirer, puis filtrer les débarquements eux-mêmes jusqu'à ce que les porte-avions et autres navires puissent revenir, s'ils n'étaient pas emportés avec les transports également. Malgré une certaine prise au dépourvu, dans les 24 heures suivant le début des débarquements, le commandant japonais local, l'amiral Mekawa, préparait une contre-attaque basée sur la surface. Il avait une force plutôt réduite sous son commandement à Rabaul. Pas de porte-avions, pas de cuirassés, pas de croiseurs de bataille. En effet, sa seule grande unité moderne était le croiseur lourd Shakai. Avec d'autres forces disponibles composées de l'ancien destroyer Unagi, 2 petits croiseurs légers anciens Tenryu et Yubari, et une force de croiseurs lourds anciens à proximité Furutaka, Kako, Aoba et Kinugasa, représentant les 4 premiers navires de ce type en service dans la marine japonaise, tous armés de 6 canons de 8 pouces chacun. Il savait également que la marine impériale japonaise venait tout juste de commencer la construction de la classe Ibuki de croiseurs lourds, ce qui signifiait que pour des raisons pratiques, toutes les pertes qu'il subirait ne seraient pas remplacées avant des années, et en effet, comme il s'est avéré, l'Ibuki ne serait jamais achevé. Il avait cependant un atout à jouer. La marine japonaise avait longtemps anticipé de combattre en infériorité numérique et en sous-armement. Elle s'est donc entraînée presque jusqu'à l'obsession au combat nocturne, adoptant un certain nombre de tactiques et de technologies avancées pour aider à cela. En effet, un élément clé de la doctrine de la bataille décisive pré-guerre, ou Kantai Kessen, prévoyait précisément ce type d'opération.
la pénétration d'un écran de croiseur ennemi pour porter un coup décisif à des cibles ennemies critiques. De nos jours, cela offrait aussi un autre avantage. Les États-Unis ne pouvaient pas faire voler leurs avions d'attaque la nuit. Le soir du 7 août, jour des débarquements alliés, cette force était en route. S'arrêtant brièvement le 8e pour permettre à l'heure et au niveau de lumière de s'aligner en sa faveur, Makawa a ensuite commencé sa course à travers la chaîne des îles Salomon où une série de coups de chance pour la marine japonaise a commencé. Alors qu'il quittait le canal menant à et depuis Rabaul, des éléments de la formation de la marine japonaise ont été repérés par le United States Ship S-38, un sous-marin américain quelque peu malchanceux de l'époque proche de la Première Guerre mondiale qui a pris contact trop près pour réellement tirer ses torpilles, bien que cela étant en 1942, l'efficacité de ces torpilles est de toute façon quelque peu discutable. Au lieu de cela, elle a transmis ce qu'elle avait pu voir, ostensiblement 2 destroyers et 3 navires inconnus plus grands. Bien sûr, Bakawa n'avait qu'un seul destroyer, mais il est tout à fait possible que le S-38 ait confondu le Tenryu, qui n'était pas exactement beaucoup plus grand que certains destroyers, et dont le profil ressemblait à un certain degré à celui des anciens destroyers japonais pour un second tel navire. Cependant, bien que reçu, le rapport n'a pas été considéré comme indicatif d'une attaque car il ne définissait pas les navires inconnus plus grands qui ont été vus, et même s'ils étaient 3 croiseurs et qu'il était considéré que cela était peu probable comme une force à envoyer pour perturber la force de dépistage alliée qui à ce stade se composait de 6 croiseurs lourds et 2 croiseurs légers, plus 8 destroyers tous relativement modernes avec d'autres destroyers de la force, opérant avec les navires de débarquement. Pour sa part, Mikawa a ordonné à ses croiseurs de lancer des hydravions pour établir ce qui se tenait entre lui et les navires de transport. Ces éclaireurs reviendraient quelques heures plus tard en signalant 2 groupes majeurs de navires alliés, les forces de débarquement et de dépistage. Entre-temps, alors que les forces japonaises se préparaient à descendre le Slow, un canal qui s'étend entre les 2 chaînes linéaires d'îles qui composent la plupart des Salomon et qui deviendra bientôt tristement célèbre au cours des prochains mois, elles ont été repérées 2 fois par des avions de reconnaissance Hudson de la Royal Australian Air Force. Bien qu'un rapport ait manqué quelques navires, les autres ont réussi à identifier qu'il y avait un total de 8 navires dans la force de Macao. Mais malgré les observations faites ce matin-là et les Hudson qui ont à la fois transmis les rapports par radio puis les ont soumis en personne une fois atterris en début d'après-midi, l'information n'a pas atteint la flotte alliée avant le début de la soirée, à quel point il était indiqué que 2 des navires étaient des porte-hydravions, ce qui aurait davantage rassuré les Alliés qu'une attaque directe était peu probable, puisque les porte-hydravions étaient loin d'être des combattants de première ligne, et certains pensaient peut-être qu'ils visaient à établir une base d'hydravions à l'extrémité nord de Guadalcanal. Pour être juste, les pilotes de reconnaissance de Macao étaient à peine meilleurs pour reconnaître les navires ennemis. Leur rapport affirmait qu'à Guadalcanal même, il y avait 15 transports, un cuirassé, 4 croiseurs, 7 destroyers et un porte-avions auxiliaire, quoi que cela signifie. Alors qu'ils se dirigeaient vers Lagui, ils prétendaient avoir repéré 2 croiseurs lourds, 12 destroyers et paradoxalement 3 transports. L'amiral Turner avait demandé aux avions alliés basés à terre de garder le slot sous observation au cas où, oubliant apparemment qu'il y avait plus d'une douzaine d'hydravions à bord des croiseurs alliés, mais avec peu d'avions de patrouille basés à terre disponibles, cette observation n'a en réalité pas eu lieu, mais Turner n'a pas non plus été informé de cette indisponibilité. Et donc sans aucune indication claire de l'arrivée de grandes forces de surface ennemies, et donc avec l'assaut le plus probable étant peut-être un croiseur solitaire ou un couple de destroyers essayant de se faufiler la nuit, Crutchley a divisé ses forces en 3 groupes. Avec un passage direct par le slot vers le groupe amphibie devant passer Savo Island d'un côté ou de l'autre, le flanc nord était gardé par les croiseurs lourds United States Ship Vincennes, United States Ship Astoria et United States Ship Quincy, accompagnés des destroyers United States Ship Helm et United States Ship Wilson. Le côté sud était protégé par les croiseurs lourds australiens Her Majesty's Australian Ship Australia et Her Majesty's Australian Ship Canberra, le croiseur lourd américain United States Ship Chicago, plus les destroyers United States Ship Patterson et United States Ship Bagley. Les 2 groupes étaient positionnés légèrement en retrait de Savo pour s'assurer que toute force ennemie serait quelque peu confinée dans son approche si les forces alliées choisissaient de recevoir les attaquants tout en gardant les flancs alliés s'ils devaient avancer pour entrer en contact.
Dans l'éventualité peu probable qu'un ennemi choisisse de contourner par le nord, de passer en boucle devant le groupe des îles de Floride et ensuite de flanquer les forces de débarquement depuis cette direction, les croiseurs légers Her Majesty's Australian Ship Hobart et United States Ship San Juan, plus quelques destroyers, étaient chargés de garder cette zone. Enfin, 2 destroyers de la marine américaine équipés d'un radar de recherche de surface de premier modèle, le United States Ship Ralph Talbot et le United States Ship Blue, patrouillaient le côté le plus éloigné des 2 lignes d'approche les plus probables pour donner l'alerte sur les navires ennemis entrants. Il y avait cependant quelques défauts majeurs dans ce dernier déploiement. Les 2 navires n'avaient pas un modèle de patrouille coordonné, ce qui pourrait signifier qu'à certains moments ils se dirigeaient directement l'un loin de l'autre, et le radar lui-même était, comme mentionné, un modèle très ancien qui ne fonctionnait que sur certaines orientations et avait une portée relativement courte. En fait, sa véritable portée opérationnelle était environ la moitié de l'estimation très conservatrice qui avait été donnée à la marine américaine et encore beaucoup plus courte que ce que Crutchley pensait qu'il était capable de faire, pour être honnête, car il était probablement plus familier avec les radars de recherche de surface de la Royal Navy qui étaient légèrement plus avancés à cette époque. D'autres destroyers étaient disponibles et auraient pu être ajoutés à la ligne de patrouille, mais avec les attaques de sous-marins semblant être le vecteur d'attaque le plus probable cette nuit-là, Crutchley avait placé ses 7 destroyers restants en service d'escorte pour les transports. Après 2 jours d'action de soutien pour les débarquements et de défense contre diverses attaques aériennes, les navires ont été mis en veille pour la nuit, permettant à certains des équipages épuisés de se reposer dans un arrangement moitié en service, moitié hors service. À la tombée de la nuit, l'amiral Turner a convoqué ses 2 subordonnés, Crutchley et le général Vandergrift, le commandant des Marines américains, à une conférence à bord de l'United States Ship Macaulay, le transport d'attaque qui servait de navire amiral à Turner. Crutchley a emmené l'Australie au sud pour la réunion. En se basant sur l'ancienneté des 2 autres capitaines de croiseurs de son groupe, il a signalé à l'United States Ship Chicago « Prenez le contrôle de la patrouille, je me rapproche du commandant de la force opérationnelle 62 et je pourrai ou non vous rejoindre plus tard. » Les autres groupes de croiseurs n'ont pas été informés, sans doute pour des raisons de sécurité, expliquant l'usage de signaux lumineux plutôt que radio. Malheureusement, le Chicago était commandé par un certain capitaine Howard Saint, Bode, qui était aussi populaire auprès de son équipage que la peste grâce à ses 2 styles de commandement distant, dédaigneux et distant, ou en face et insultant. Le Chicago était équipé d'un ensemble radar plus complet que les destroyers, mais Bode pensait que cela fonctionnait comme un projecteur et que toute utilisation de celui-ci révélerait sa position. Il avait donc ordonné que le radar de recherche de surface soit complètement éteint, le Chicago étant autorisé à effectuer un seul balayage radar avec son radar de contrôle de tir à plus courte portée de temps en temps, mais lorsque le signal de Crutchley lui a été transmis, au lieu de faire avancer le Chicago devant le Her Majesty's Australian Ship Canberra, la position qu'un officier supérieur dans une formation devrait normalement prendre ou d'allumer son radar, il a choisi de retourner dormir. Lors de la conférence à bord du Macaulay, les 2 commandants épuisés, Crutchley et Vandergrift, ont été informés par Turner de sa décision de retirer les transports le lendemain matin, tandis qu'ils discutaient également des rapports des ravitailleurs d'hydravions escortés qui étaient arrivés, ces navires étant évidemment positionnés plus au nord. Avec seulement quelques heures entre la fin de la conférence et le lever du soleil, Crutchley ne voyait pas beaucoup d'intérêt à ramener l'Australie à sa station, pour devoir presque immédiatement faire demi-tour et revenir là où il était maintenant de toute façon. Et ainsi, le Her Majesty's Australian Ship Australia a pris position avec les destroyers du Sud qui gardèrent les transports. Ils ignoraient que même pendant que Crutchley retournait à son propre navire, il y avait déjà des torpilles dans l'eau au nord. Plus au nord, la force de Macao s'était formée en une seule ligne et avait lancé 3 hydravions, dont les objectifs étaient de confirmer la présence et la localisation des navires alliés et de participer à l'un des principaux aspects de la doctrine de combat nocturne japonaise, à savoir larguer des fusées éclairantes pour illuminer les cibles, ce qui signifiait que les navires japonais n'auraient pas à allumer leurs projecteurs. La lumière des fusées éclairantes aiderait aussi à cacher les navires de Makawa en aveuglant les observateurs ennemis, ruinant leur vision nocturne. Jukai a pris la tête, suivi par Kako, puis Kinugasa, Aoba et Furutaka, à leur tour suivis par les plus petits navires Tenryu, Yubari et Yunagi à l'arrière.
Au-dessus de la force alliée, le bruit des moteurs d'hydravion pouvait être entendu, mais en raison d'une combinaison de fatigue extrême et d'un certain nombre d'autres facteurs, dont un pilote japonais qui osait utiliser ses feux de navigation, ce qui le rendait très facile à repérer, mais convainquait également les navires alliés qu'il devait être amical, car sûrement aucun avion hostile ne viendrait les survoler la nuit avec ses feux allumés, ainsi que des préoccupations constantes concernant l'utilisation de la radio. Ces circonstances n'ont pas été signalées à la chaîne de commandement ni à bord de la plupart des navires, considérés comme une menace importante, bien que 1 ou 2 capitaines étaient suspicieux. Un dernier ordre, avant que les navires ne se regroupent complètement pour l'action, allait se révéler être un contraste frappant entre les deux forces dans les heures à venir. Tous les matériaux inflammables à bord des navires japonais, qui étaient vulnérables aux tirs ennemis, devaient être soit descendus en dessous, soit jetés par-dessus bord, réduisant massivement le risque de déclenchement d'incendies accidentels si les navires étaient touchés. Juste après minuit, la colonne japonaise a repéré l'United States Ship Blue, l'un des 2 piquets radars. Alors que le destroyer était totalement à la merci de plus de 50 canons lourds pointés sur lui, Mekawa a choisi de laisser le navire tranquille. Éliminer un seul destroyer ne se rapprocherait en rien de l'atteinte de ses objectifs, car cela alerterait tous les autres de sa présence bien plus tôt. Au lieu de cela, le Blue a été autorisé à continuer à naviguer, totalement inconscient de ce qui passait à proximité dans l'obscurité, tant qu'il ne montrait aucun autre signe d'action. La colonne japonaise a également modifié sa trajectoire pour éviter le contact avec le Blue et a ralenti afin de réduire la chance que le sillage du navire soit repéré. Ce nouveau cap les aurait emmenés au nord de l'île Sabo, mais alors 2 choses se sont produites. 50, United States Ship Blue, totalement inconscient, a inversé sa course et est reparti sur l'autre jambe de sa route de patrouille, et le guetteur de Chakai a repéré un autre navire à peu près devant et légèrement à bâbord. Il s'agissait probablement de l'autre destroyer de piqué, l'United States Ship Rolf Tolbert, et donc Mikawa a de nouveau changé de cap pour se diriger entre Guadalcanal et l'île de Savo, c'est-à-dire la route du sud, accélérant jusqu'à la vitesse maximale et signalant à ses navires d'attaquer tout ce qu'ils pourraient trouver de plus sur leur chemin. À ce stade, Unagi s'est détaché, pour une raison qui n'est pas tout à fait claire, mais en tout cas la retirant de l'action à venir. Puis les croiseurs ont repéré un autre destroyer. Cette fois, c'était le United States Ship Jarvis, gravement endommagé par une attaque aérienne la veille et qui se dirigeait de son propre chef vers l'Australie. Toujours conscient de la nécessité de surprendre la force principale de l'ennemi, le Furutaka a seulement lancé des torpilles, mais a manqué, et malgré... Étant à moins d'1 mile l'un de l'autre, les 2 navires se sont croisés sans aucune autre action. La sagesse de ne pas s'engager avec des armes est devenue évidente quelques minutes plus tard, lorsque plus loin, les observateurs japonais ont discerné les formes de Canberra, Chicago, Bagley et Patterson, et peu de temps après, le sifflement silencieux de l'air comprimé a signalé le lancement de nombreuses torpilles longue lance. Les canons des navires japonais se sont entraînés sur la force sud alliée inconsciente, même lorsqu'ils ont suivi Chakai dans un virage à bâbord. Cela leur a permis de faire porter leur bordée tout en se dirigeant vers l'autre grande force de croiseurs alliés que Chakai venait de repérer. À une distance de moins de 4 miles, le capitaine, méfiant en raison des bruits d'avions plus tôt, l'équipage de l'United States Ship Patterson a repéré certains des navires japonais et a immédiatement commencé à signaler un avertissement par radio et par lampe de signalisation, tout en accélérant à la vitesse de combat et en lançant des obus éclairants sur les cibles. Soudain, tout se déroulait simultanément. Les hydravions en vol ont largué des fusées éclairantes, sachant que l'ennemi connaissait la situation. Canberra s'est presque instantanément animé, accélérant et virant à tribord pour se positionner entre les attaquants et la ligne la plus directe vers les transports, et ses 4 tourelles jumelles ont commencé à pivoter vers bâbord, visant les croiseurs japonais. Plus loin de l'action, le destroyer Bagley a fait demi-tour et a lancé 4 torpilles à distance, tandis qu'à l'arrière, le Chicago a commencé à prendre de la vitesse et à virer à bâbord, apparemment pour obtenir un meilleur tir en enfilade, mais c'était trop peu et trop tard. Canberra était en train de pointer ses canons lorsque Chakai et Furutaka ont ouvert le feu, rapidement suivis par Alba et Kako.
Sous un barrage de tirs de canon préorientés, le Canberra a tremblé alors que 2 douzaines de coups frappaient le navire, mettant hors service toutes les chaudières et avec elles toute l'énergie, détruisant le pont et tuant de nombreux officiers supérieurs, y compris son capitaine, et déclenchant plusieurs incendies. Pour ajouter l'insulte à l'injure, il est fort probable qu'une ou plusieurs des torpilles de Bagley aient fait des trous dans son flanc tribord, car lorsque le navire s'est arrêté mort, non éclairé sauf par les lumières vacillantes des flammes, il avait une forte gîte sur tribord, son côté non engagé. Pomper l'inondation et éteindre les incendies était presque impossible avec la perte de l'alimentation électrique du navire, et ce qui restait de l'équipage était contraint de compter sur toutes les pompes manuelles auto-alimentées qu'il pouvait trouver. Chicago pompait ses propres obus éclairants longue portée, mais le phosphore dans la plupart refusait de s'enflammer. En retour, 2 torpilles et un obus l'ont frappé de plein fouet. Une des lances a explosé, soufflant une partie de la proue du navire, détruisant le système principal de contrôle des incendies. L'impact de l'obus a emporté un morceau du grand mât, tuant et blessant plusieurs personnes. Certains canons de 5 pouces, frustrés par les échecs des étoiles éclairantes, ont brièvement tiré avec des munitions conventionnelles, touchant peut-être le Tenryu. Mais alors que le navire endommagé continuait à naviguer, la batterie principale n'a jamais tiré. Budd, bien que techniquement responsable de la force du Sud et du reste de la force en général, n'a pas donné d'instructions à Bagley et Patterson sur la suite, ni averti le groupe du Nord de ce qui arrivait. Aucun rapport n'a été renvoyé à Crutchley, qui aurait peut-être pu amener l'Australie et les destroyers restants dans la dernière partie de l'action, ou du moins venir en aide à Canberra, où il aurait peut-être pu donner l'ordre à San Juan, Hobart et ses 2 destroyers de se joindre à eux. Au lieu de cela, Chicago s'est dirigé vers l'ouest, offrant encore moins de défense au transport que le Canberra, handicapé et en flammes, qui était au moins physiquement sur leur chemin. Bagley a fait un cercle après avoir tiré ses torpilles, et lorsque le navire est revenu, les Japonais étaient déjà partis, tandis que Passon a courageusement essayé de s'attaquer à toute la colonne japonaise en une seule fois, recevant un coup de coquille pour ses ennuis avant que la colonne ne disparaisse dans l'obscurité alors qu'il l'a dépassée. Au nord, Unagi avait rattrapé Jarvis, mais les 2 destroyers ont échangé quelques tirs sans conséquence avant de rompre leur combat. Agissant comme Mikawa l'avait ordonné de manière indépendante, les 2 croiseurs japonais plus légers ont pris une voie intérieure, suivie par Furutaka, se rapprochant plus de l'île de Savo et leur permettant ainsi de frapper la force alliée du nord depuis l'ouest, tandis que le reste de la force de Mikawa était en mesure de se déplacer à travers le sud, puis les flancs et des mêmes croiseurs alliés. Alors que Chicago s'élançait audacieusement vers l'ouest, la force du nord réalisait que quelque chose n'allait pas. 50, United States Ship Quincy a entendu l'avertissement de Patterson et s'est rendu aux quartiers généraux, bien que Vincennes ait d'une manière ou d'une autre manqué la transmission. Mais sans information provenant de la force du Sud, l'équipage de Quincy ne comprenait pas tout à fait pourquoi ils couraient vers leur poste de combat. À bord du croiseur Astoria, le radar détecta quelque chose qui approchait rapidement de l'ouest. Cependant, les officiers supérieurs de service pensaient qu'il s'agissait du Rolf Tolbert, et ils n'écoutaient pas l'officier radar, menaçant finalement de le jeter dans la prison s'il ne se taisait pas et ne partait pas une fois que son remplaçant était arrivé. Ce n'est que lorsque quelqu'un a repéré l'éclat des incendies et des fusées éclairantes à la dérive au sud que l'Astoria a sonné le rassemblement général, et même alors, pendant longtemps, un débat faisait rage pour savoir s'il s'agissait d'un bombardement nocturne par la force du Sud contre des cibles terrestres ou quelque chose d'autre plus sinistre. Au final, le quartier-maître Radiker avait décidé d'ignorer le lieutenant de service et avait simplement tiré l'alarme du rassemblement général, malgré les protestations du lieutenant. Mais une fois de plus, il était trop tard car Makawa a choisi de réduire tout en restant. Soudain, de puissants projecteurs aveuglèrent les veilleurs de nuit sur les croiseurs américains et la mer commença à éclater de jets d'eau et de fragments d'obus, bien que cette action de Radiker sauverait probablement plus d'une vie, même si elle ne sauverait finalement pas le navire. Une extrémité de la formation japonaise en forme de Kinugasa envoyait encore quelques tirs spéculatifs sur Canberra lorsque Chakai a ouvert le feu sur Astoria, tandis qu'Alba s'occupait de Quincy et que Kako s'engageait avec Vincennes. Pratiquement au même moment, alertée par l'alarme du quartier général, l'équipe de contrôle des incendies d'Astoria cherchait des cibles, a repéré les navires japonais et a ouvert le feu elle-même.
Le capitaine Greenman s'est précipité sur le pont pour trouver son navire, tirant comme un fou dans l'obscurité quelques minutes après que l'alarme du quartier général ait retenti, avec le pauvre quartier-maître Radiqueur au milieu d'une réprimande verbale de l'officier de quart pour son insubordination. Inquiet qu'il tire en honneur amical, Greenman a ordonné l'arrêt du tir, même lorsque le pont du canon de 5 pouces à bâbord a explosé suite à une série de coups. L'officier d'artillerie haut dans le mât de misaine a ensuite crié que 1. Les navires n'avaient pas de profils amicaux, et plus prosaïquement, 2. Ils avaient pointé des projecteurs sur eux et tiraient. Cela a rapidement résolu les problèmes, et Astoria a pu reprendre le tir avec enthousiasme. Le retard leur a coûté cher, cependant, et Chakai a réussi à trouver la portée en premier, laissant Astoria absorber coup après coup, alors que 3 des 4 autres croiseurs lourds se joignaient progressivement au combat, l'action se déroulant derrière le navire où les tourelles avant ne pouvaient pas réellement être utilisées. Le hangar à avions a été une victime précoce, le carburant d'aviation stocké là-bas dans les avions inutilisés prenant feu presque immédiatement, alors que d'autres obus déchiraient la salle des machines, arrêtant le navire net. Une certaine mesure de revanche a été obtenue lorsque l'une des tourelles triples de 8 pouces a tiré sur Kinugasa. Ils ont manqué leur cible, mais ont réussi à toucher et à mettre hors de combat la tourelle avant de Chakai, causant d'autres dégâts au navire. La situation à bord des croiseurs américains n'a pas été aidée par le système labyrinthique alors en place pour les quartiers généraux, qui était en fait une partie de chaise musicale avec près de 1000 participants dans un espace de la taille d'un grand immeuble de bureaux. Presque chaque poste avait un marin différent affecté en combat par rapport à lorsqu'ils étaient en veille normale, ce qui signifie que tout l'exercice était une course folle, avec des hommes dans le mât de misaine devant descendre dans les profondeurs du navire pour effectuer certaines tâches avant de remonter à nouveau vers le hangar, tandis que d'autres hommes au fond du navire les croisaient en montant pour prendre leur place dans le poste de contrôle de tir du mât de misaine. Et avec le feu et les explosions détruisant les échelles, mettant le feu au passage et démolissant des parties entières du navire, la moitié de l'équipage était coincée au mauvais endroit alors que le navire commençait à se désintégrer autour d'eux. Canberra est entré en action si rapidement parce que la Royal Australian Navy suivait une procédure partagée avec la Royal Navy où les postes de devoir et d'action de l'équipage étaient les mêmes. Les seuls à courir seraient les membres de l'équipage hors service, se dirigeant pour renforcer ceux qui étaient déjà prêts pour l'action. Ce serait une leçon que la marine américaine a bien apprise par la suite, mais pour l'instant cette connaissance était acquise à un prix terrible, même pendant que les artilleurs anti-aériens de l'Astoria faisaient feu avec leurs canons de 1,2,54 cm contre divers projecteurs de défense avant que d'autres tirs entrants ne les réduisent au silence également. À l'avant de la colonne, la situation était encore plus grave. L'Astoria avait au moins pu se préparer à pleine capacité et tirer quelques coups. Le Vincennes était moins préparé et était également doublé par l'enveloppement japonais. Comme l'Astoria hésitant à tirer au cas où les navires entrants seraient amicaux, le Kako a plutôt ouvert le score, avec le Kinugasa et les croiseurs légers qui se sont rapidement joints à lui. Le navire a tenté d'accélérer à partir de la vitesse de croisière de 10 nœuds qu'il avait atteinte, pour être frappé par plusieurs torpilles du Chakai et du Yubari, éliminant à nouveau toute l'énergie du navire et le laissant à la dérive. Il n'a fallu que 8 minutes aux navires japonais pour déplacer leur feu de la mourante Vincennes à la malchanceuse Astoria en passant par la Quincy, qui, toutes deux, continuaient courageusement à se battre. Au cœur de l'action, la Quincy était prise sous le feu croisé de la Vincennes, de l'Alba, du Furutaka et du Tenryu. En tant que navire le plus préparé des trois, le capitaine de la Quincy a ordonné au navire de rompre la formation et de charger les navires de Makawa, estimant à juste titre qu'il y aurait des torpilles dans l'eau. Malheureusement, l'attaque japonaise avait été chronométrée de telle manière que les torpilles et les obus frapperaient à peu près en même temps, et donc même alors que de la fumée jaillissait des cheminées de la Quincy, 2 torpilles se sont écrasées sur le flanc du navire, le faisant également dériver jusqu'à l'arrêt. Les canons principaux ont riposté du mieux qu'ils pouvaient, touchant la superstructure de Chukai, ce qui a presque littéralement décapité l'amiral japonais et démoli la maison des cartes. Les 2 coups portés à Chukai, l'autre étant de l'Astoria, comme mentionné précédemment, ont montré à quel point même le plus grand croiseur japonais présent était vulnérable au feu allié si seulement les navires alliés avaient été prêts quelques minutes plus tôt. En échange, les obus japonais ont rapidement démonté le pont de Quincy et ont suivi avec une 3e torpille pour faire bonne mesure.
À travers la formation, 6 des 9 tourelles triples de 8 pouces sur les navires américains avaient été mises hors de combat par des coups directs, et à bord du Quincy, le dernier ordre du capitaine à l'Unicom, encore debout dans les décombres en flammes du pont, était de faire échouer le navire. Mais sans énergie et prenant rapidement l'eau, l'homme survivant ne pouvait pas faire grand-chose. Les 2 destroyers américains, Wilson et Elm, étaient pris du mauvais côté de la ligne de croiseurs pour aider, bien que Wilson ait eu au moins le bon sens de ne pas tirer ses torpilles à travers des navires amis. Avec la visibilité ruinée par les 3 bûchers devant eux et la masse de l'île Savo obscurcissant le retour radar, devant eux, les 2 navires ont pris les tirs qu'ils pouvaient quand ils apercevaient des cibles. Heureusement, ils étaient autant cachés des Japonais que les Japonais l'étaient d'eux, et ainsi ils n'ont subi aucun dommage en échange. La dernière victime de cet engagement rapide serait le malchanceux Rolf Talbot, qui recevrait plusieurs coups alors que les navires de la marine impériale japonaise se dirigeaient vers le nord, mais qui réussirait à se mettre à l'abri derrière un mur de pluie, passant avant qu'il ne soit trop tard. Les navires japonais laissaient derrière eux des scènes de carnage absolu, mais devaient maintenant prendre une décision. Il y avait peu de choses pour les empêcher de revenir après les transports, mais Mikawa croyait que les porte-avions américains étaient toujours à proximité. Ils pourraient se regrouper, recharger, se diriger vers le sud et finir les transports, mais toutes les forces ennemies qui étaient là maintenant seraient sûrement alertées, et d'ici qu'il en ait fini avec elles, ces navires devraient faire face à un retour vers le nord sous le regard anticipé de nombreux bombardiers en piqués vengeurs et intrépides. Malgré la volonté de certains officiers de prendre le risque, Mikawa a choisi la discrétion et s'est retiré vers le nord. Une demi-heure après la fin des tirs, l'United States Ship Quincy a plongé proue la première vers le fond. 10 minutes plus tard, ayant chaviré, Vincennes a suivi. À peu près à ce moment-là, remarquant que les signes lointains de la bataille s'étaient estompés sans aucun rapport et voyant un certain nombre de navires en flammes au loin, l'amiral Crutchley a cherché à établir la situation. La réponse qui est revenue était le premier message que l'United States Ship Chicago avait réellement envoyé pendant cette nuit, signalant ses propres dommages et que Canberra était en feu, avec Patterson et Wilson essayant d'aider. Une grande partie des tirs d'artillerie avaient été observés par les transports et leurs escortes, qui avaient été éclairés par une fusée spéculative d'un hydravion japonais, mais sans grand résultat à cet égard. Alors que la lumière de l'aube commençait à éclairer la situation, Canberra et Astoria étaient toujours à flot, bien que la situation n'ait pas été aidée juste après 5 heures du matin, lorsque Patterson a repéré un autre navire arrivant du nord-ouest qui a immédiatement ouvert le feu. Toujours peu utile, Bud et le Chicago étaient de retour. Le seul avantage de cette rencontre était que l'artillerie de Chicago était si désespérément imprécise que Patterson, entre esquiver et riposter, heureusement pas avec des torpilles, a eu le temps de réaliser exactement qui c'était et leur a signalé de se calmer. Malgré les victimes et plusieurs grosses explosions, Canberra semblait être en voie de sauvetage lorsqu'un ordre de Turner est arrivé. Si le navire ne pouvait pas prendre la mer à 06h30 un peu plus d'une heure plus tard, il devait être sabordé. Bien que le salut ait pu être possible, il n'était pas possible aussi rapidement, et 2 des destroyers de secours, le Selfridge et l'Alert, ont reçu l'ordre de l'achever une fois que les survivants ont été évacués. Au final, il a fallu des centaines d'obus de 5 pouces et 5 torpilles pour envoyer Canberra dans les profondeurs, indiquant peut-être qu'elle avait en fait encore beaucoup de flottabilité de réserve disponible et aurait pu être sauvée. Presque au moment où la fumée s'est dissipée, les Marines ont indiqué qu'ils avaient besoin de plus de temps pour décharger de toute façon, et donc la date limite de retrait de 06:30 est passée sans retrait, rendant la perte de Canberra probablement totalement inutile. Plus au nord, l'équipage survivant et les destroyers de soutien luttaient farouchement pour sauver l'Astoria. Un lieutenant sautant dans l'eau pour récupérer un radeau de sauvetage qui avait une planche de pompage portable, moment auquel il s'est retrouvé suivi par un requin opportuniste. Il est monté dans le radeau, a frappé le requin avec une rame jusqu'à ce qu'elle se brise, puis a continué à pagayer dans l'eau. 50. United States Ship Bagley est arrivé et a réussi à accoster efficacement proue contre proue avec l'Astoria, une démonstration remarquable de navigation où des brigades de sauts héroïques, une pompe portable occasionnelle et une averse passagère ont réussi à éteindre presque tous les feux au-dessus du niveau du pont principal. Malheureusement, un feu beaucoup plus virulent se propageait dans les entrailles du navire, inaccessible.
Il a rapidement fallu inonder les magasins avant pour empêcher le feu de les atteindre, ce qui a à son tour aggravé la gîte du navire. Malgré les meilleurs efforts de l'équipage, les incendies ont réussi à atteindre les monts de charge à obus, puis le magasin de 5 pouces, dont les vannes de mer étaient inaccessibles, et une série d'explosions internes a commencé à affaiblir la structure interne du navire et à faire sauter d'autres sections de la coque. Alors que la fumée commençait à s'échapper de chaque jointure et trou de rivet dans la coque du navire, l'Astoria a commencé à gîter davantage, d'abord lentement, mais comme cela a amené les trous d'obus sur le côté du navire sous le niveau de l'eau, le roulis est devenu de plus en plus rapide jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur le côté avant de s'installer doucement par l'arrière, la plupart de l'équipage restant étant récupéré par les destroyers environnants juste après midi. Ailleurs, le déchargement des transports a été temporairement interrompu par le rapport d'un raid aérien entrant. Heureusement pour les navires de guerre et les transports immobilisés, ce raid n'a jamais eu lieu. Hélas, ils avaient repéré l'United States Ship Jarvis endommagé et l'avaient poursuivi, coulant le navire avec tout son équipage. Lorsque les restes du groupe d'escorte se sont rassemblés, il s'est avéré que le United States Ship San Juan, le Her Majesty's Australian Ship Hobart et leur destroyer n'étaient qu'à 15 milliards des forces de Macao à peu près à mi-chemin de la bataille. Mais comme la plupart des autres commandants américains, cette nuit-là, ils avaient cru à un énorme incident de tir ami et s'étaient tenus à l'écart. Ce qui aurait pu se passer si les deux croiseurs légers à tir rapide, tous deux équipés de radars modernes, de torpilles et de systèmes de recherche, avaient pris Macao par surprise au milieu de l'échange de tirs du groupe du Nord, restera l'une de ces grandes questions sans réponse de l'histoire. Une dernière note à l'action est survenue ce soir-là, lorsque le croiseur lourd Kako a été torpillé et coulé par l'United States Ship S-44, alors qu'il était presque chez lui, dans un rare cas où une torpille de l'époque 1942 a réellement fonctionné. Les résultats de la bataille étaient nombreux. Les appels à l'envoi de navires de guerre plus grands tels que l'United States Ship South Dakota et l'United States Ship Washington au théâtre se sont intensifiés et l'amiral King a promis de les envoyer. D'autre part, Macao a reçu des éloges pour sa victoire de l'amiral Yamamoto, mais a ensuite été critiqué par ses collègues pour ne pas avoir éliminé les transports alors que la rétrospection s'est installée et qu'il a été réalisé que les porte-avions américains n'étaient en fait pas là. Finalement, il serait remplacé vers la fin de la campagne de Guadalcanal, mais nous le croiserons encore quelques fois avant cela. Le capitaine Bod, étant à la fois vivant et sans que son navire ait coulé en combattant ou même ayant fait grand-chose, serait fortement critiqué, quelque peu justement, dans l'enquête à venir, bien que, même compte tenu de ses actions, il a probablement reçu un peu plus de critiques dans ce rapport que ce qui était strictement nécessaire. Il le prendrait mal, se tirant une balle mortellement en 1943 après avoir appris l'issue probable de l'examen. Crutchley resterait avec la Marine royale australienne dans le théâtre du Pacifique pendant plusieurs années encore et survivrait plus longtemps que presque tous les autres amiraux de la Seconde Guerre mondiale, atteignant le grand âge de 92 ans avant de décéder en 1986. Les résultats plus immédiats étaient que les forces alliées sur le terrain devaient être réapprovisionnées par convois sous couverture aérienne, ironiquement principalement en journée lorsque les avions alliés pouvaient être en l'air, contrairement à la marine japonaise qui devait effectuer ses ravitaillements de nuit pour exactement la même raison. Des changements de grande envergure ont également été recommandés dans la marine américaine, y compris dans le système des quartiers généraux, ainsi que la recommandation d'ajouter des générateurs diesel de secours et des conduites d'eau plus robustes à installer sur les navires plus anciens et pour que l'élimination des matériaux inflammables dans les zones de danger soit rendue obligatoire. L'attitude au sein de la marine américaine devrait aussi être examinée. Pour citer l'amiral Turner, la marine était toujours obsédée par un fort sentiment de supériorité technique et mentale sur l'ennemi. Malgré de nombreuses preuves des capacités de l'ennemi, la plupart de nos officiers et hommes méprisaient l'ennemi et se sentaient sûrs de gagner dans toutes les rencontres, en toutes circonstances. Le résultat net de tout cela a été une léthargie mentale fatale qui a induit une confiance sans préparation et une acceptation routinière des normes de conduite dépassées en temps de paix. Je crois que ce facteur psychologique, en tant que cause de notre défaite, était même plus important que l'élément de surprise.
Et pour être honnête, il est difficile de ne pas être d'accord avec lui, considérant que, au moins pour le groupe du Nord, prendre les Japonais au sérieux en tant qu'adversaires aurait probablement signifié qu'ils n'auraient pas considéré les éclairs et les feux venant du Sud comme le résultat d'un étrange bombardement nocturne de la côte et se seraient probablement préparés. Et même s'ils ne l'avaient pas fait, ils n'auraient au moins pas pensé que tout cela était un énorme incident de tir ami, parce que bien sûr les Japonais ne pourraient certainement pas faire quelque chose d'aussi audacieux qu'attaquer la nuit. Cela aurait probablement également impliqué San Juan Obots et ses destroyers dans le mélange avec les conséquences potentielles qui auraient pu faire basculer la bataille, sinon nécessairement entièrement en faveur des Alliés, du moins en poussant davantage vers un match nul. Certaines de ces modifications prendraient du temps à mettre en œuvre, mais le temps avançait sans répit et en quelques semaines, l'amiral Fletcher serait confronté au prochain combat naval majeur de la campagne, exactement celui dont il avait réellement peur, car se dirigeant vers Guadalcanal venaient le Shikaku, Zuikaku et Rougeau à la tête d'une force d'invasion conçue pour repousser les Alliés à la mer. Mais c'est une autre histoire.